Et je vous propose qu'on donne la parole à Camille, parce que c'est un autre pays où il y a aussi une intervention militaire avec prétexte humanitaire, et il pourrait nous donner un éclairage sur Haïti, les luttes à Haïti, et comment le prétexte humanitaire est utilisé pour justifier une présence militaire dont on revendique avec la PAPDA d'Haïti qu'on y mette un terme pour libérer le peuple haïtien. C'est un plaisir de saluer à nouveau tous les camarades de CNDTM qui sont présents. Et alors, la question de l'occupation militaire d'Haïti est une question importante, non seulement pour le peuple haïtien, bien sûr, mais pour l'ensemble des peuples qui luttent pour leur libération, dans la mesure où la MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour la stabilisation démocratique en Haïti, est une des nouvelles formules concoctées par l'impérialisme pour dominer les peuples. Je voudrais, pour illustrer ceci, je voudrais signaler par exemple que, comme vous le savez, il y a eu un terrible séisme en Haïti le 12 janvier 2010 et il y a eu tout de suite après le séisme une intervention militaire des États-Unis avec 23 000 soldats et 165 bateaux qui ont encerclé Haïti. Et de ces 165 bateaux, il y avait seulement un seul bateau hôpital. Les 164 autres étaient des bateaux de guerre équipés avec même des équipements nucléaires. Donc on se demande qu'est-ce que ça vient faire pour aider les victimes du séisme. Donc c'est un combat important, c'est un combat qui nous paraît fondamental et qui permet d'attirer l'attention sur ces nouvelles formes de présence impérialiste et ce nouveau discours de ce que nous appelons l'impérialisme humanitaire, qui permet de justifier une présence militaire, qui permet d'approfondir le contrôle stratégique des différents territoires. Christine, j'ai les affiches que d'aujourd'hui ou j'ai tout? Je ne sais pas. Tu sais pas. Maintenant Thomas Sankara, donc ça va. Voilà. Coopération entre les peuples contre le système capitaliste. Europe, Tunisie. Pourquoi et comment on réalise un audit de la dette? Est-ce que quelqu'un veut bien s'occuper de coller les affiches de cet atelier-là? Non? Depuis très longtemps, on travaille sur les questions économiques en Haïti, depuis très jeune, parce que mes parents, mon père en particulier a été ministre au cours de la dictature des Duvalier. Donc j'ai eu directement connaissance de certains dossiers qui me paraissaient déjà très jeunes, à 14-15 ans, qui me paraissaient tout à fait scandaleux. Donc j'avais des informations privilégiées sur certaines négociations qui se faisaient. Et là, j'ai commencé très tôt à me poser des questions sur ce processus de pillage continu qui explique la pauvreté du peuple haïtien. Et j'ai très tôt décidé de lutter contre cela. Et depuis lors, je me suis engagé dans ce combat et je continue et je continuerai jusqu'à ma mort. Pendant toute la dernière partie du XIXe siècle, plus de 60 à 65% des ressources captées par l'État haïtien étaient consacrées au remboursement de la dette. Donc l'essentiel des ressources générées par l'État allait à l'extérieur, alimenter les caisses de la France. Et quand on pense que dans l'accord même qui est stipulé que c'est pour rembourser les propriétaires d'esclaves et les propriétaires de plantations, on voit le caractère complètement inacceptable, surtout que la France a officiellement reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Donc voilà, c'est pour montrer qu'en fait, la dette, dès le XIXe siècle, a joué un rôle très important pour réinsérer l'économie haïtienne dans le cadre de l'économie mondiale. Nous sommes sortis de l'économie mondiale avec la révolution anti-esclavagiste et on nous a réinsérés dans l'économie mondiale par la violence de la dette. L'histoire contemporaine de la dette n'est pas moins scandaleuse que celle que nous avons déjà signalée, puisque effectivement Haïti a remboursé pendant toute la période des années 80-90 des sommes considérables qui représentaient à peu près le double de tout ce qui était investi annuellement pour la santé publique en Haïti. Vous voyez, donc cette hémorragie continue encore, même si aujourd'hui il y a eu une annulation partielle en 2009. Et cette annulation partielle rentre dans la continuité de cette même politique d'endettement. Et nous sommes déjà dans une course de nouvel endettement. Et le pays ne sort pas de cette
ces mécanismes de dépendance financière qui l'empêchent complètement de se développer et de répondre aux besoins de la population. Donc c'est très important de démystifier le langage de l'humanitaire, le langage de l'assistance humanitaire liée à des catastrophes, pour justement dévoiler la nature de cette intervention et ce que cela représente comme menace pour tous les peuples qui sont en lutte pour leur libération. Je voudrais, pour illustrer ceci, je voudrais signaler par exemple que, comme vous le savez, il y a eu un terrible séisme en Haïti le 12 janvier 2010 et il y a eu tout de suite après le séisme une intervention militaire des États-Unis avec 23 000 soldats et 165 bateaux qui ont encerclé Haïti. Et de ces 165 bateaux, il y avait seulement un seul bateau hôpital. Les 164 autres étaient des bateaux de guerre équipés avec même des équipements nucléaires. Donc on se demande qu'est-ce que ça veut faire pour aider les victimes du séisme. Et en plus, deuxième exemple, le Congrès américain a voté des fonds de 2,4 milliards de dollars américains pour aider, soi-disant, les victimes du séisme. Et les deux premiers décaissements qui ont été faits
de ces fonds de 2,4 milliards. Premier décaissement, ça a été pour rembourser l'armée américaine des dépenses faites après son intervention militaire en Haïti. Et deuxièmement, ça a été de rembourser la BID, la Banque interaméricaine de développement, pour une annulation partielle de la dette externe réclamée à Haïti. Donc voilà, nous avons des exemples très illustratifs qui montrent la nature de cette mission militaire. Donc c'est un combat important, c'est un combat qui nous paraît fondamental et qui permet d'attirer l'attention sur ces nouvelles formes de présence impérialiste et ce nouveau discours de ce que nous appelons l'impérialisme humanitaire, qui permet de justifier une présence militaire, qui permet d'approfondir le contrôle stratégique des différents territoires. Pour finir, je dois signaler qu'en Haïti, non seulement il y a un enjeu géostratégique extrêmement important, qui ressemble un peu à ce que signalait notre camarade Seco, parce que Haïti se trouve exactement entre Cuba et le Venezuela. Donc le contrôle global de la Caraïbe se joue un peu en Haïti. Et en plus, il y a de nouvelles informations sur des richesses, notamment du sous-sol haïtien, avec la présence de pétrole et la présence de minerais importants, évalués à plus de 80 milliards de dollars américains. Et nous avons aujourd'hui au pouvoir un gouvernement qui est complètement à la solde des intérêts impérialistes et qui a déjà signé des contrats tout à fait illégaux pour remettre ces gisements à des compagnies transnationales américaines et canadiennes. Donc c'est un débat très important aujourd'hui en Haïti, comment défendre ses ressources stratégiques contre le pillage des transnationales. Et notamment le Parlement haïtien a voté une résolution interdisant l'application des contrats qui ont été signés par le gouvernement haïtien. Donc ce combat rejoint aussi évidemment le combat de beaucoup de peuples en Amérique centrale qui font face aujourd'hui à une nouvelle offensive, un appétit très gourmand des transnationales pour mettre la main sur les ressources stratégiques, notamment du sous-sol. Voilà, je vous remercie.